Guillaume Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors votre candidat, Éric Zemmour, qui avait réussi une percée dans la pré-campagne, a été freiné net dans son élan par la guerre en Ukraine. Alors même, on s'en souvient qu'il avait réussi à ravir à Marine Le Pen la 2e place dans les sondages. Maintenant, il est 3e. Vous avez vu, les sondages le donnent à 13%, avec Emmanuel Macron soit à 30, soit à 31, et Marine Le Pen à 18 ou à 15,5. Au fond, il y a quand même quelque chose qu'il paie. Il paie quoi le plus, à votre avis? Son inexpérience ou son poutinisme d'il y a encore peu de temps? Non, vous avez trop d'expérience et vous connaissez trop les campagnes électorales. Moi, j'ai participé à un certain nombre d'entre elles avec Nicolas Sarkozy. Et vous savez, de plus en plus, le vainqueur, c'est celui qui tient un quart d'heure de plus que l'adversaire. Il reste 25 jours, c'est considérable, dans un contexte international et national très compliqué, qui a éloigné provisoirement et légitimement les Français de la chose publique. Mais justement, il n'y a plus de campagne présidentielle, Guillaume Pelletier. Ça va revenir. Alors ça commence, moi je le sens, je suis député de Loir-et-Cher. Autant pendant une quinzaine de jours, oui, je dirais que tout a été gelé sur le plan politique, et ça y est, on sent, avec des grands débats qui reprennent, un Tour de France que nous entamons là dans tous les départements d'ici le premier tour. Vous savez, Éric Zemmour, parti de rien, vous l'avez dit, qui a été capable, dans un premier temps d'abord, de revêtir les habits de candidat à l'élection présidentielle, de se qualifier à travers la question des parrainages, puis de devenir, vous l'avez dit, en cet instant présidentiable, c'est-à-dire qu'il est 3e au pied du second tour, très loin devant plein de gens qui ont 30 ou 40 ans d'expérience politique et des gros partis avec eux. Et déjà, la performance, elle est là. Et je peux vous dire, nous, c'est notre conviction, on travaille à ça, c'est que dans la dernière ligne droite, il va se qualifier face à Emmanuel Macron pour le second tour d'élection présidentielle. C'est notre travail des 25 jours qui restent. Oui, mais là, il y a un ménage à 3, si vous voulez. Non, il y a un ménage à 3, il y a 2 ménages à 3, si vous le permettez. Il y a le trio de tête de ce sondage, avec Macron très, très au-dessus, Marine Le Pen au-dessus d'Éric Zemmour, et Éric Zemmour qui n'arrive plus à percer dans cette équation-là. Mais il y a aussi le ménage à 3, qui est le ménage à 3 sur la droite. C'est-à-dire que c'était aussi un des grands enjeux de cette campagne présidentielle. C'est la recomposition de la droite. Bien sûr. Entre Éric Zemmour, Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même qu'Éric Zemmour, finalement, a réussi, sans le vouloir, à permettre à Marine Le Pen de continuer sa dédiabolisation. Non, mais... Et vous pouvez le constater. Est-ce que vous êtes d'accord? On fera cette analyse définitive le 10 avril au soir et le 24 avril au soir. Aujourd'hui, je répète. En étant beaucoup plus à droite qu'elle, de fait, Mais non, regardez, il lui a offert cette possibilité-là. Ça vient de tomber il y a quelques minutes. Moi, j'avais rejoint en tant que numéro 2 des Républicains Éric Zemmour. On a Sébastien Meurant, sénateur des Républicains, qui vient d'annoncer de manière très forte son soutien à Éric Zemmour. Éric Zemmour, il se situe entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Vous voulez dire qu'Éric Zemmour arrive à voler des... C'est pas voler. Et vous avez parlé de recomposition. Des Républicains. Non, mais parlons des électeurs, si vous me permettez, au-delà de nos personnalités symboliques. Éric Zemmour, aujourd'hui, c'est la 3e personnalité de cette élection présidentielle. Il reste 25 jours. C'est déjà une performance extraordinaire. Vous allez voir, ça va continuer. D'ailleurs, dès qu'on parle politique, Éric Zemmour monte. Dès qu'on ne parle plus politique, oui, on revient à des choses plus habituelles. Moi, ce que je dis aux Français, à travers vous et à travers votre émission, c'est si vous voulez qu'on continue comme les 40 dernières années, continuez à voter Macron. Bon, si vous voulez vraiment que ça change, qu'on recompose la droite, avoir un nouveau parti, Reconquête, qui va rassembler des électeurs des Républicains, des électeurs du Front National qui pendant 40 ans ont été divisés à travers un cordon sanitaire artificiel. Si vous voulez qu'on puisse sauver la France, que la France reste la France, que les questions et les thèmes essentiels de l'immigration, de l'identité, de la sécurité soient enfin au cœur du débat, tout comme ceux de l'ascenseur social, de l'émancipation, de cette idée centrale qu'est de réparer l'école. Oui, Éric Zemmour est le candidat idéal. Vous savez, une présidentielle, ça se joue jusqu'à la fin. Quel est le plus sincère et le plus courageux dans cette campagne? Qui est le seul qui n'est pas un politicien professionnel? C'est Éric Zemmour. Quel est le seul qui a imposé sa thématique du grand remplacement? C'est Éric Zemmour. Et quel est le seul capable de rassembler des électeurs qui étaient... Vous savez... Vous parlez de la droite. Quelle est la grande surprise pour le moment? On verra pour Marine Le Pen. La grande surprise, c'est qu'Éric Zemmour est nettement devant Valérie Pécresse. Éric Zemmour, c'est un parti nouveau, avec quelques personnalités. Valérie Pécresse, c'est 40 années d'existence, un énorme parti, des parlementaires... Vous voulez dire que ça valide le choix que vous avez fait de quitter les Républicains?
Guillaume Pelletier. Pour le moment, on voit bien que... Vous regrettez pas? Pas du tout. Non, moi en plus, j'ai jamais été personnellement dans une campagne aussi heureux, parce que d'abord il y a une joie, il y a une envie, il y a un enthousiasme. On brise tous les tabous, on arrête avec cette eau tiède qui fait tant de mal aux Républicains depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, la grande difficulté de Valérie Pécresse, je vais vous le dire, c'est cette forme d'insincérité. C'est-à-dire que les gens, moi je vois bien mes électeurs chez moi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on est de droite. On aime le patriotisme, on a envie de sauver l'école, on en a marre de l'immigration. Alors la droite, elle dit toujours ça en campagne, et une fois au pouvoir, elle fait exactement l'inverse. Avec Éric Zemmour, il y a cet engagement de sincérité, de ténacité et d'endurance que n'ont plus les Républicains. Oui, mais alors vous dites qu'il n'y a plus d'eau tiède, mais l'eau, elle est tellement bouillante que voilà, si vous voulez, il y a quelque chose qui est bouillante. Tout le monde, même Marine Le Pen, au fond, dit, on entend des propos surréalistes. Elle a dit qu'elle rappelait en février à Éric Zemmour que notre civilisation ne se limitait pas qu'aux enjeux identitaires ou régaliens. C'est Marine Le Pen qui renvoie Éric Zemmour à la droite de la droite. Vous savez, moi, je réponds à vos questions. Vous avez noté, moi, je parle d'Éric Zemmour, je critique pas forcément les autres. Je réponds à vos questions. Moi, ce que j'aime chez Éric Zemmour... Marine Le Pen, elle se gêne plus pour vous critiquer. Oui, mais ça, c'est son droit. Pour moi, une campagne présidentielle, c'est la capacité à rassembler, à fédérer. Qu'est-ce qui m'intéresse chez Éric Zemmour? Il a posé le seul, depuis 30 ans, le constat central, c'est que notre civilisation est en danger. Notre civilisation, c'est pas simplement les questions identitaires, c'est les questions de mode de vie, c'est les questions de l'école. Moi, je suis un ancien prof d'histoire-géographie. Je suis passionné par la question scolaire. Je considère que la question de l'école, c'est une question centrale. C'est-à-dire permettre à tous les enfants de France, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, de devenir un jour quelqu'un. Métier manuel, métier intellectuel, c'est-à-dire que j'aime beaucoup cette idée, vous savez que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. Le seul qui sera capable, à mon sens, de réformer en profondeur l'école, de refaire l'école de l'ascenseur social, du mérite, c'est Éric Zemmour. Donc on ne se cantonne pas uniquement aux questions migratoires, mais la question de l'immigration est une question centrale, et ça on l'assume pleinement. Mais sur la question du pouvoir d'achat, pour le coup Marine Le Pen, elle a pris 10 coudées d'avance sur vous, parce qu'elle a réussi à se faire entendre sur ce sujet-là en premier. C'est deux choses. Alors, et vous n'avez pas réussi, vous, à récupérer le terrain perdu. Pas d'analyse définitive et péremptoire. Vous êtes trop expérimenté. On verra le 10. Alors, à ce stade de la campagne... Regardez, avant la question ukrainienne, qui, en mois de janvier et février, a connu cette dynamique? C'est Éric Zemmour. Pourquoi? Je l'ai rappelé. Sur deux grands sujets, au-delà des questions identitaires, nous avons su parler des questions. En plus, c'est le combat de ma vie, vous le savez, j'en ai même fait un livre, Milieu de cordée, sur les questions centrales des salaires, de l'émancipation par le travail. C'est bien pour ça que je vous interroge sur... La question de la ruralité, la France rurale, cette France qui se sent oubliée et abandonnée. Donc aujourd'hui, oui, la guerre ukrainienne je l'ai dit tout à l'heure, a masqué toutes ces dynamiques. Je sais, et d'ailleurs j'appelle les Français à ouvrir les yeux pour que le réveil ne soit pas trop douloureux le 25 avril au matin. S'ils veulent que ça continue comme aujourd'hui, votez Macron. Si vous voulez un changement radical, si vous voulez arrêter l'immigration, si vous voulez sauver l'école, si vous voulez enfin qu'on baisse les taxes et les impôts pour augmenter les salaires de toutes celles et ceux qui travaillent, eh bien, votez Éric Zemmour. Vous savez, on a un programme qu'on vient de sortir de 400 mesures. Il y en a la moitié qui sont des mesures économiques, sociales et fiscales qui permettront à la France rurale, qui permettront aux travailleurs et aux entrepreneurs d'être entendus. Donc, je dirais que c'est le seul à avoir un programme particulièrement équilibré. Alors, c'est un des rares à recourir aussi follement à la rhétorique du « eux » et du « nous ». Éric Zemmour, le « eux », le « nous », « il ». On va regarder dans le clip de campagne qui a été publié il y a 2 jours. Il. Et vous nous direz qui est ce « il ». Ils vous disent que ce n'est pas possible. Ils vous disent que l'avenir n'aura rien en commun avec le passé. Ils vous disent qu'ils vont réussir là où ils ont toujours échoué. Ils vous disent que l'on peut vous protéger en détruisant vos libertés. Ils vous disent que vous êtes raciste. Ils vous disent que vous êtes d'extrême droite. Ils vous disent que les médias d'État disent la vérité et que les réseaux sociaux mentent. Ils vous disent qu'Emmanuel Macron est compétent. Ils vous disent que l'Europe va sauver la France. Ils vous disent que l'immigration est une chance. Ils vous disent que l'État doit vous sauver au lieu d'arrêter de vous emmerder. Alors, vous connaissez la phrase de Borges, le grand mystère c'est qu'il n'y a pas de mystère. Mais là, à entendre Éric Zemmour, il y en a un de mystère. Le mystère c'est il au pluriel. Il, c'est le parfait résumé de ce que nous disent des millions de Français depuis des années. Ce sont les politiciens.
C'est une classe politique à bout de souffle qui, en 40 ans, s'est totalement coupée de nos compatriotes, qui a considéré que le consumérisme remplaçait la citoyenneté, qui a considéré que la mondialisation était heureuse, qui a considéré que l'immigration était une chance pour la France, à rebours de ce que pensent les Français. Et Éric Zemmour, au fond, a été le premier, avec son talent incroyable, parce que je le rappelle, il est parti de rien, à porter tout haut, avec son courage, et un incroyable courage d'ailleurs, ces aspirations profondes des Français, que de tourner la page de cette pensée unique, de ce politiquement correct. Reprenons la question migratoire. L'immigration... C'est même sa question centrale. Ah, c'est la question centrale, mais après, dont découlent beaucoup de choses, y compris les questions économiques et sociales, on pourra y revenir. Est-ce que l'immigration, aujourd'hui, est une chance pour la France ? Elle l'a été, elle ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, l'immigration massive, c'est une France de communautés juxtaposées, c'est une France qui, hélas, au sein de laquelle des communautés vivent non plus côte à côte, mais face à face. Et cette réalité, elle est incontestable. Elle est niée par le pouvoir politique, elle est niée par cette classe politique qui a considéré que la politique était une carrière, oubliant qu'elle était une vocation de servir notre peuple. Je peux entendre, mais est-ce que vous ne croyez pas que c'est assez malhabile dans le contexte de la guerre en Ukraine de déclarer vouloir privilégier l'accueil des Ukrainiens par les pays limitrophes plutôt que par une France déjà mise à mal socialement? Est-ce que c'était le bon moment pour faire entendre cette voix-là? Vous êtes, quand je dis vous, c'est-à-dire le parti Reconquête, votre candidat Éric Zemmour, vous êtes les seuls dans la classe politique française à avoir osé faire entendre cette voix dissonante. Je vais vous dire, la politique, la noble politique, c'est quoi? C'est essayer de se racheter une conscience sur le dos du malheur des autres, ou c'est de dire la vérité? Qu'est-ce qui se passe? On a les chiffres depuis ce matin en Ukraine. Parlons des réfugiés. 2 700 000 Ukrainiennes avec leurs enfants qui fuient la guerre. Et attendez, pour bien comprendre le raisonnement. 10 000 qui ont rejoint la France. 10 000 sur 2 700 000. Attendez. Et le gouvernement a annoncé être prêt à en accueillir 15 000 dès aujourd'hui. Voilà. Il y a juste des raisonnements pour bien comprendre. Qu'est-ce qui compte? C'est nos propres désirs ou ce sont les besoins de ces femmes et de ces enfants qui veulent et qui nous disent à tous vouloir rester dans des pays limitrophes au plus près de leur mari, de leur père et de leur fils, qui combattent héroïquement pour la liberté. Ça, Éric Zemmour, oui, il a eu ce courage de le dire. Ensuite, il a bien ajouté que toutes celles qui voudraient rejoindre notre pays, via des municipalités, des associations, des Français généreux, pourraient le faire, bien entendu. Parce que, d'abord, ce sont nos frères européens et chrétiens. Et qu'on a un devoir sur le plan de notre continent. Et il a distingué les immigrations. Oui, mais bien sûr, parce que chaque Français est bien lucide. D'ailleurs, c'est tout le problème d'Emmanuel Macron. On ne peut pas, ça fait tellement longtemps qu'on l'entend, accueillir toute la détresse et toute la misère du monde. Si on veut accueillir dignement nos frères ukrainiens et nos sœurs ukrainiennes, nous devons avoir le courage de stopper l'immigration du Sud, l'immigration africaine, parce qu'on ne pourra pas accueillir toute la misère du monde. Alors, on va l'écouter. Emmanuel Macron, il s'est exprimé sur ce qu'il appelle le devoir français. On l'écoute. Je veux évidemment dire la mobilisation de la nation tout entière pour conduire ce travail. Nous avons la guerre, nous évoquons depuis maintenant plusieurs semaines malheureusement, qui est revenue en Europe. Cela va nous mobiliser dans les semaines et les mois qui viennent. Nous en avons la capacité, nous en avons le devoir. Et je pense que cette fraternité est aussi notre dignité collective. Alors c'est difficile de dire qu'il a complètement tort quand il dit ça. C'est-à-dire que c'est difficile pour tous les candidats. Ah, pas pour moi, pas pour Éric. Non, parce que c'est quoi le devoir d'Emmanuel Macron? Il est le président de la République française. Son devoir, c'est de protéger le peuple français. Moi, j'aurais honte à sa place. 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres dans notre pays, 3 000 milliards d'euros de dettes, des communautés où tout explose, une insécurité, une délinquance, la pauvreté, la souffrance des Français. On sait sur les questions, par exemple, chez moi, vous savez, en Loir-et-Cher, la voiture, c'est pas un choix, c'est une obligation. Je pense aussi aux 3 500 000 foyers français qui se chauffent au fioul domestique. Donc il y a une énorme détresse dans notre pays. Alors oui, nous l'avons dit d'ailleurs avec Éric Zemmour, tendre la main à nos sœurs ukrainiennes, oui, à une condition, et ça, il n'a pas la deuxième partie de la phrase, de dire non à l'immigration africaine pour mettre tous les moyens nécessaires déjà pour s'occuper de la souffrance des Français. Vous savez, c'est très facile d'aimer son lointain si on n'est pas capable d'aimer son prochain. Et les prochains, c'est notre peuple, c'est les Français, dans nos communes rurales, dans nos quartiers populaires, qui sont dans un état de souffrance considérable et qui méritent notre considération prioritaire. Et est-ce que vous pensez que la guerre en Ukraine va permettre malgré tout de rendre ce type de propos audibles dans le dernier temps de la campagne présidentielle? À partir du moment où on dit la vérité de manière
équilibrée, avec notre cœur comme notre tête, c'est-à-dire de dire écoutons les Ukrainiens, ils souhaitent être dans les pays frontaliers, donc la priorité aidons la Pologne, la Roumanie et la Hongrie sur le plan financier et humanitaire. Accueillons celles qui souhaiteront évidemment venir en France, parce que nous sommes, nous les Français, un peuple généreux. Mais comme on ne pourra pas tout faire, arrêtons l'immigration du Sud, la migration africaine, et mettons tous les moyens aussi pour écouter la souffrance des Français. Je crois que c'est au contraire le discours le plus équilibré, le plus sage et le plus humain qu'on puisse porter dans une campagne présidentielle, loin de toutes les démagogies comme celle du président de la République. Mais moi, ce que je vous demandais, c'est est-ce qu'on peut encore sauver cette campagne présidentielle? Ah, je suis persuadé. Vous savez, alors, on a vu ensemble, on est à peu près de la même génération. On n'était pas nés, mais il y a 40 ans, on disait que les Français se décidaient 6 mois avant un scrutin. Et qu'en gros, les choses étaient à peu près figées. Et plus le temps a passé, et encore plus avec cette crise et sanitaire et ukrainienne, aujourd'hui, c'est la dernière semaine, les 15 derniers jours qui vont compter. Aujourd'hui, on est en 3e position, ce qui est déjà une performance considérable. On est à 3-4 points du second tour, c'est-à-dire dans la marge d'erreur. On pourrait même, si on faisait des analyses de sociologie électorale, dire qu'on est... Ce que vous faites d'ailleurs, des analyses de sociologie électorale. Bien sûr, c'est passionnant pour bien comprendre. Vous savez, la stratégie ne fait pas tout, mais enfin, elle est significative dans une campagne. Et donc, aujourd'hui, on est au pied du second tour. Et je dis juste aux Français, si vous voulez vraiment tourner la page d'Emmanuel Macron, si vous voulez vraiment que ça change, si vous ne voulez pas revivre cet éternel duel entre le macronisme et le lepénisme, dont on a vu d'ailleurs le résultat en 2017, parce qu'au fond, Marine Le Pen, c'est la garantie de la réélection d'Emmanuel Macron. Si vous voulez vraiment que ça change, le seul qui est capable de gagner, parce qu'il est capable de rassembler des électeurs, des Républicains, des électeurs du Front National, qui additionné son majoritaire, cet homme, c'est Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, cet homme dont vous parlez, hier sur TF1, il a renvoyé, au fond, dos à dos, un peu tout le monde. Hein. C'est sa posture dans cette campagne présidentielle, de les renvoyer tous dos à dos, tous les « ils » au pluriel dont nous parlions tout à l'heure. Et il y a quand même toujours une violence symbolique très grande. On écoute Éric Zemmour. Mes chers compatriotes, de tout ce que j'ai entendu ce soir m'a plutôt conforté dans ma décision d'être candidat. J'ai entendu les uns et les autres. Ce sont tous des politiciens professionnels. Ils vous ont trop promis, trop menti, trop trahi. Moi, je ne vous trahirai pas. Je ne vous promettrai pas que ce que je peux tenir. Il y aura plusieurs bulletins. En vérité, il n'y aura que 2 bulletins. Le mien et celui de tous les autres. Les autres, ils vous promettent des mesures, des réformes même. En vérité, il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Il y a là une violence folle. Vous trouvez, vous vraiment? Ah non, moi je trouve que... ou alors c'est la force de la vérité. Mais il n'y a pas de posture, pour le coup, il n'y a pas de stratégie. Éric Zemmour... Et vous pouvez même l'assumer, cette stratégie, mais Éric Zemmour, vraiment... Non, mais nous, on accompagne et on complète sur le plan stratégique. Mais Éric Zemmour, sa force, nous promet, je l'accompagne depuis maintenant... D'abord, je le connais depuis 15 ans. Et c'est la force de sa sincérité, de son courage et de sa cohérence. Lui, au moins, il n'a pas varié en 30 ans. Lui, au moins, il est constant dans les convictions qui sont les siennes. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, il a raison. C'est ce que j'entends tous les jours, moi, dans cette campagne électorale. C'est que cette élection présidentielle, c'est pas un rendez-vous électoral comme un autre. C'est un rendez-vous de civilisation. C'est une élection civilisationnelle. Mais quand on entend un candidat dire, de toute façon, tous les autres sont des menteurs, c'est pour ça que je parle de violence symbolique. Regardez, non mais franchement, Emmanuel Macron. Non mais vous avez vu, on peut prendre 1000 exemples, on peut y passer si vous voulez toute la soirée. Les nombres d'incohérences entre ses promesses et ce qu'il a mis en œuvre. Valérie Pécresse, alors j'en parle même pas, à gauche plus personne ne les entend. Quant à Marine Le Pen, il faudra juste qu'elle nous explique comment pendant 30 ou 40 ans elle a pu dire que l'immigration était le cœur nucléaire pour réformer notre pays, pour le sauver, et que tout d'un coup, pas un mot hier, et que c'était la question du pouvoir d'achat. Pourquoi c'est intéressant? Comment vous expliquez-vous qui avez beaucoup regardé si vous voulez, toutes ces recompositions, et notamment les stratégies de Marine Le Pen, comment vous expliquez qu'elle s'en sorte aussi bien aujourd'hui? Oui. On en parlera le 10 avril. Comment vous expliquez ça? Parce qu'elle a choisi, à mon avis à tort, en tout cas on pourra se revoir le 10 avril au soir, elle a décidé de considérer le peuple français comme un peuple de consommateurs, pouvoir d'achat, en oubliant que le peuple français était le peuple le plus politique du monde, c'était un peuple de citoyens. Mais Éric Zemmour... Pourquoi ça lui réussit maintenant? Mais parce qu'on est dans une période de telle souffrance-là, que la question centrale, que d'ailleurs nous abordons aussi, du pouvoir d'achat, de la rémunération, de la juste rémunération, c'est une question importante. Mais le jour du vote,
notre conviction, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a choisi, c'est que les Français dans l'isoloir, bien sûr qu'ils penseront à la fin du mois, aux problèmes de carburant, aux salaires qui sont dans notre pays beaucoup trop bas, et c'est honteux, je le dis depuis très longtemps. Nous, on a plein de propositions sur le sujet. Mais nous pensons qu'ils se diront surtout que cette élection, c'est une élection civilisationnelle. Il s'agit de préparer la France de nos enfants et de nos petits-enfants. Quelle France allons-nous laisser à ceux qui vont nous succéder? Une France relevée, à nouveau fière d'elle-même, où on revit les uns et les autres ensemble, c'est le défi que nous venons relever avec Éric Zemmour, ou à l'inverse, bien sûr, ici ou là, des chèques distribués par la classe politique, mais une France qui ne sait plus d'où elle vient et donc qui ne sait plus où elle est. C'est ça, pour nous, l'enjeu de cette élection présidentielle. Alors, Guillaume Pelletier, si vous voulez bien, on va accueillir Nicolas Domnac qui va venir mettre son grain de sel. Et bonsoir. Nicolas Domnac, bonsoir. Bonsoir Guillaume Pelletier. Alors, plusieurs petites choses, enfin petites, certaines un peu taquines, vous me connaissez. Mais d'abord, vous avez évoqué Nicolas Sarkozy, avec qui vous avez une certaine proximité. Oui, une certaine proximité, peut-être. Que j'ai gardé. Alors, comment expliquez-vous ce qu'il fait ou ne fait pas aujourd'hui? Alors Nicolas Sarkozy, je parle vraiment là dans mon analyse propre, parce que je ne suis plus son porte-parole et je ne me permettrai pas de trahir ni nos conversations, ni... Bon. Nicolas Sarkozy, pour moi, qui a été le dernier grand président de la République en 2007, une campagne d'ailleurs absolument extraordinaire, qu'en vérité, puisqu'on parlait de stratégie, avec Éric Zemmour, nous essayons de manière assez régulière elles se ressemblent dans l'engouement, dans l'enthousiasme, dans la dynamique permanente, les meetings, la ferveur que suscitent. Vous voulez prendre le meilleur du sarkozysme, c'est ça que vous nous dites? Bien sûr. En tout cas, cette énergie vitale qui était extraordinaire chez Nicolas Sarkozy. Ensuite, sa position, moi je pense, d'abord il m'a toujours dit que la politique, c'était la question centrale des idées, des convictions. C'est-à-dire que si on mettait de la tactique avant la profondeur de son cœur politique, de ce qu'on ressent, ça ne marchait pas. Et ce qu'il reproche, il l'a dit d'ailleurs dans le Figaro, à Valérie Pécresse, que c'est une campagne qui ne marche pas parce que c'est une campagne fondée sur l'insincérité. À la différence de deux personnalités, c'est vrai, il le dit régulièrement, il l'a dit favorablement pour Éric Zemmour sur Europe 1, il l'a dit favorablement pour Emmanuel Macron, c'est qu'il considère que les deux personnalités de cette campagne présidentielle qui ont réussi, qui marquent des points, qui incarnent quelque chose, qui donne du sens, c'est d'un côté Emmanuel Macron, qui a sa propre cohérence, la mondialisation heureuse, la France qui va très bien, la finance, c'est pas grave, bon voilà. Et puis Éric Zemmour, qui est le candidat. Mais alors vous attendez à ce qu'il soutienne Éric Zemmour? Ah non, je ne me permettrai pas. Emmanuel Macron? Non, j'ai plutôt le sentiment qu'il ne soutiendra pas la candidate issue de sa famille politique. Et ça vous réjouit? Bon, je sais pas, en tout cas, on est une fois de plus plutôt en phase. Alors, deuxième chose, vous avez été à l'école comme moi, et chaque année, on faisait la visite médicale, il y avait une toise, et puis on grandissait. Or là, j'ai l'impression que, pas seulement une impression, avec la guerre, la toise, elle est comme ça, et donc vous avez le président qui est à peu près à la hauteur, puis tous les autres, ils sont pas enfin, je veux dire, ils sont rabougris, quoi, par rapport, au fond, à la posture qu'a, de par sa fonction, l'un, alors que les autres sont des prétendants qui sont... Il y a deux choses. Alors, dans l'instant de la sidération d'une guerre qui nous a tous sidérés, blessés, attristés, bien sûr qu'il y a un réflexe légitimiste qui se dirige vers le président de la République en exercice. Et nous, notre rôle, justement, y compris pour nous-mêmes, c'est de dire au peuple français, la guerre en Ukraine, et pourvu que ce soit le plus tôt possible, s'arrêtera. Mais après cette guerre finie, il y aura 1000 autres combats à mener. La pauvreté des Français, le chômage, l'immigration, une école abîmée et tant d'autres choses, tout ça n'aura pas disparu. Et donc, à l'occasion de cette élection présidentielle, par-delà ce qu'on ressent tous sur le plan émotionnel, sur cette guerre en Ukraine, il faut que chacun se pose la question, qu'est-ce que je veux pour les 5 ans qui viennent? Et donc, qu'est-ce que je veux pour les 50 ans qui viennent? Parce qu'on sait que ce quinquennat sera un quinquennat central pour préparer la suite de notre pays. Eh bien, si vous voulez continuer comme ce fut pendant 5 ans, avec des crises quand même considérables, votez Macron. Si vous voulez non pas réformer la France, mais la sauver,
voter Éric Zemmour. C'est à mon sens le duel qui se présentera aux yeux des Français à 20h le 10 avril prochain. Encore faut-il, gommer Marine Le Pen à ce stade. Mais il y a vous savez, on avait dit, je vais vous dire. Éric Zemmour l'été dernier, je me souviens, j'étais sur les plateaux de télévision. Oh, il ira pas, il a aucune chance. Puis quand il a été candidat, oh, il fera 2, 3 ou 4, 5. Bon, alors d'accord. Ah, mais après, il aura pas ses parrainages. Et puis après, il saura pas faire campagne. Et puis, il saura pas faire des débats. Il est déjà 3e. Ouais. Vous savez, c'est comme le Tour de France. On a franchi pas mal de cols. Hein, il nous reste le Galibier et l'Alpe d'Huez, et après c'est l'arrivée sur les Champs-Élysées, donc ça va venir, il faut être patient, on en reparle le 10. Vous ne faites pas entendre cette petite musique, que je trouve d'ailleurs une musique défaitiste de la part des opposants, qui est si Emmanuel Macron gagne, au fond sa légitimité sera nulle puisqu'il n'y aura pas eu de débat. D'abord, vous savez, moi j'ai appris avec Nicolas Sarkozy, étape après étape, tous ceux qui enjambent dans une forme de Madame Irma collectif, ce qui va se passer en mai, en juin, il faut avoir beaucoup d'humilité. Le prochain scrutin qui vient, c'est l'élection présidentielle, et avant le second tour, il y a un premier tour. Et que rien n'est défini ni décidé pour ce premier tour, je le redis, pour moi, Éric Zemmour est celui qui, avec Marine Le Pen, certes, peut se qualifier face à Emmanuel Macron. Effectivement, Emmanuel Macron, mais ça c'est le risque qu'il prend lui-même, c'est sa responsabilité, dans cette éventualité où il serait réélu, et pour moi c'est pas du tout acquis, tant les choses vont vite et changent, son refus du débat présidentiel, son refus de la campagne, en raison des crises successives, on se souvient, la crise des Gilets jaunes, la crise sanitaire, au fond l'éloignement ou la dilution démocratique de notre pays, ça lui posera un certain nombre de sujets. Mais la question, moi je ne suis pas porte-parole ni le bras droit d'Emmanuel Macron, moi je fais la campagne d'Éric Zemmour et on y va pour figurer au second tour, puis pour gagner. Il est là l'enjeu pour nous. Eh bien, merci Guillaume Pelletier d'avoir été notre invité.